Donc, bonjour, bienvenue à tous. Ravi de vous retrouver pour ce webinaire numéro 3, donc, qui s'inscrit dans l'opération culture de la sécurité et de la prévention que les CCI d'Occitanie ont co-développé avec la Direct Occitanie et l'ensemble des acteurs du PRST. Donc aujourd'hui, on se retrouve donc sur la thématique RPS, donc comment accompagner la santé de mon entreprise et de mes équipes au quotidien. Donc ça fait partie des 4 webinaires qu'on a organisés sur le premier semestre pour voilà, être en accord avec l'actualité, donc du déconfinement et de la reprise d'activité. Donc voilà, on va être 1h15 ensemble avec 2 temps d'échange, donc un en milieu de présentation, un à la fin. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace conversation. Donc aujourd'hui, on traite la thématique des risques psychosociaux, donc avec S2P Consulting, donc Monsieur Romain Lepinet, donc voilà, à qui je vais passer la parole pour qu'il puisse se présenter. Donc moi je suis Vincent Garneau, donc chargé de projet à la Chambre de commerce Occitanie sur la santé et la sécurité. Donc je vais co-animer aujourd'hui ce webinaire avec Christophe Fernic, qui est conseiller entreprise à la CCI de l'Hérault. Voilà, on a privilégié la dynamique. Donc, vous allez voir, il y a pas mal de temps d'échange qui seront réalisés par sondage. Donc, on compte sur votre participation pour y répondre. Bon, il y en a pas mal qui vont arriver voilà, au fil de l'eau et du coup qui seront commentés en suivant pour un petit peu ponctuer cette présentation. Donc, voilà, bon webinaire à tous et je passe la parole à Romain Lepinet. Bonjour à tous. Voilà, Romain, à toutes et à tous, Romain Lépiné. Je vais vous accompagner, en tout cas avec grand plaisir, sur ce webinaire numéro 3 intitulé Covid-19 et risques psychosociaux, comment accompagner la santé de mon entreprise et de mes équipes au quotidien. Donc moi, comme c'est présenté sur du moins le carton que vous avez en visuel, je suis gérant consultant de mon activité professionnelle au sein de mon cabinet SP2 Consulting, orienté, spécialisé, en tout cas traitant les thématiques de la santé, de la prévention et du bien-être de l'entreprise, en y intégrant donc le collectif, ou en tout cas la force humaine, basée sur Montpellier. Donc un grand merci à la CCI de me mettre la possibilité donc d'animer ce webinaire sur la thématique des risques psychosociaux avec le contexte sanitaire sur lequel nous sommes tous passés, donc le Covid-19. Vous avez la présentation du sommaire, l'objectif étant d'être sur un challenge tous les participants, donc de pouvoir aborder en 360 degrés les risques psychosociaux. Ça sera le premier temps. Deuxième temps, où l'intérêt aussi donc d'être sur quelque chose de plutôt pragmatique, en tout cas on va essayer de l'être, c'est quels peuvent être des signaux d'alerte que je peux éventuellement déceler, que je peux observer, que je peux avoir en tout cas en matière d'attention particulière, qui sera le point 2, afin de conclure sur un point 3 où on vous a présenté donc une série de 5 slides reprenant des exemples d'actions, d'initiatives, de solutions que vous pourriez éventuellement mettre en place, si ce n'est peut-être pas déjà fait, on va dire, sur lesquelles on peut se questionner pour venir tenter de répondre donc à cette problématique qu'on a dans le titre, qui est l'accompagnement donc de mes équipes et de l'entreprise dans cet objectif donc de santé globale. Je me permets donc de faire avancer le support PowerPoint. Et vous avez donc sur ce sommaire du webinaire donc ce que je viens de vous présenter en 3 temps. Et je vous propose donc de démarrer en tout cas l'intervention, en tout cas de poser un contexte, voilà, de poser ce préambule. Il y a 3 diapositives qui vont suivre sur ce préambule. L'idée étant de requalifier, sans réinventer ce qui s'est passé par rapport au Covid, mais de poser en fait des mots sur des situations ou sur des contextes qu'on a pu vivre ensemble lorsqu'on parle déjà de déconfinement. Voilà. Je pense qu'on l'a bien tous compris que ce déconfinement donc, ne signifie pas la fin de cette situation exceptionnelle sanitaire et qu'il va forcément avoir donc un temps d'attention qui a déjà été initié de votre côté, mais un temps d'attention réel sur la distanciation sociale, sur l'application des mesures de sécurité
sur la mise à disposition donc, pour mes équipes de protection individuelle, permettant donc d'être dans des situations de travail réelles avec ces ajustements qui font donc, on va dire, suite à la période vécue. Cette période sur laquelle on est tous passés et par rapport à la thématique d'aujourd'hui, je pense qu'il y a un qualificatif qu'on a voulu en tout cas mettre en avant, c'est cette dimension donc anxiogène qu'on a tous vécu, certains en présentiel, certains en distanciel en restant chez soi, mais en travaillant donc avec les moyens qui lui sont proposés. Et on est tous donc passés par une phase de ce qu'on a voulu intituler de décompression et pour arriver, on va dire, à une phase ensuite de temps collectif de récupération. Donc, cette transition qu'on a eue et qu'on a pu apercevoir entre le confinement et post-confinement depuis le 11 mai à une phase donc de retour de manière partielle, progressive ou totale sur un travail en présentiel, sur mon espace et en réalisant mes tâches, me demande donc souvent de re-questionner le collectif, de re-questionner la démarche donc d'évoluer ensemble. Voilà. Et ce temps-là est un vrai temps, comme on a voulu l'intituler, de récupération psychique, si on revient sur la thématique d'aujourd'hui, de récupération physique, apprendre finalement à retrouver un espace de travail, à évoluer ensemble dans un espace donné, et qui forcément va venir impacter, en tout cas travailler sur la dimension sociale que prend donc cette reprise d'activité. Cette reprise d'activité, là aussi, on a voulu donc avoir un temps de vigilance, c'est cette distanciation qu'on peut mettre entre un travail à distance tout en pilotant une équipe virtuelle. Pour ceux qui ont dû adapter sur du travail à distance, même s'il était partiel, mais à 100%, on a pu venir côtoyer, on a pu venir finalement se confronter à des modes d'organisation, à des modes de management, à des modes en tout cas de pilotage de mon entreprise ou de mes équipes qui ont été dans la création, qui ont été dans l'ajustement, dans l'agilité, dans la réactivité et qui, quoi qu'il arrive, ont été pour un grand nombre totalement nouveaux, totalement, on va dire, inhabituels dans la manière de faire. C'est pour ça que ce temps de reprise d'activité et l'intérêt de ce webinaire, c'est cette question centrale qui est la reconstitution de mon collectif, la reconstitution de mon équipe, la reconstitution donc des forces humaines de mon entreprise qui doit être, comme vous le faites, finalement un petit peu le filigrane de ma démarche de prévention. Ce n'est pas une tâche évidente, donc on a voulu l'intituler une tâche compliquée, mais honnêtement, c'est une tâche qui est possible, c'est une tâche sur laquelle il faut miser, et c'est une tâche où l'objectif de ce webinaire et puis des webinaires sur lesquels vous vous positionnez, on est là aussi voilà, pour éventuellement solutionner, expliquer, relayer et vous orienter, parce que vous avez tout un listing ensuite de liens, de sites internet, de supports qui vous seront mis à disposition et que vous pourrez aller récupérer. Ce collectif, en étant encore dans ma démarche de préambule, post-Covid et sur la thématique des risques psychosociaux, est en fait la somme de plusieurs individus en fonction de la taille de mon entreprise. Moins de 10, plus de 10 et pour certains plus de 50 ou plus de 150. C'est de bien dissocier la posture de chaque professionnel avec lequel vous évoluez, de chaque collaborateur, en fonction de comment il a pu vivre cette situation donc, de confinement et quel a été en fait son degré d'exposition, d'implication et je dirais derrière de contamination, si je reprends ma troisième rubrique que vous avez sur le visuel, qu'il a dû vivre et par laquelle il est passé, soit individuellement, soit en entourage proche, familial ou extra-professionnel. Et le premier, c'est sur la partie immunisée. Voilà. Cette démarche donc de classer, l'idée n'est pas de sectoriser les publics, mais dans une appréhension des risques psychosociaux post-Covid en démarche de prévention pour mon entreprise et mon collectif, il faut avoir un temps de vigilance sur les profils qui constituent mon collectif. Et ce premier profil, c'est l'immunisé, le professionnel qui, par rapport à ses indicateurs sanitaires, par rapport à son mode de vie, par rapport aux manières dont il a évolué, dont il a vécu cette situation donc, sanitaire, a été ce que j'ai voulu intituler immunisé. Le deuxième profil de professionnel avec lequel vous évoluez est un profil de professionnel que j'ai voulu qualifier de personne à risque.
ce profil de professionnel de personne à risque est un profil qui va avoir donc un comportement, en tout cas, a été vraiment dans la défiance, dans la prise de conscience qu'il pouvait être exposé à des situations compliquées ou à des complications sanitaires qui pouvaient le mettre en difficulté par rapport à sa tâche professionnelle et par rapport à tous les liens sociaux qu'il a pu créer et dans lesquels il évolue donc en intra, donc au sein de son milieu pro, comme au sein de son milieu perso. Le troisième type de profil sur lequel il est important de poser un regard, c'est ce risque de contamination et de pratique gestes barrières. C'est quels vont être finalement de retour en situation professionnelle les collaborateurs qui vont de toute façon être sur un profil de risque de contamination et en appliquant ou en utilisant ou en respectant ou en étant aussi indirectement le leitmotiv de l'entreprise sur cette notion de distanciation sociale et de gestes barrières qu'il faut absolument mettre en place, respecter, véhiculer, communiquer au sein de mon organisation. Et puis, dernier profil finalement de professionnels, on est sur des personnes donc déconfinées, post-11 mai, identifiées comme en bonne santé, sans facteur de fragilité identifié non plus et réel, et qui, eux, donc, reprennent une activité partielle, reprennent une activité progressive et de retour sur situation et sur poste de travail, vont tenter, tant que possible, de reprendre un rythme, de redonner un élan, de repositionner leur appartenance et leur engagement au sein de l'entreprise avec la complexité et l'écosystème qu'on va avoir autour de cette post-reprise, donc le Covid-19. Enfin, pour terminer ce préambule et passer vraiment sur l'approche en 360 des risques psychosociaux, il nous semblait important d'avoir un temps sur ce collectif qui, en fait, est la somme des individus qui constituent mon entreprise et qu'il faut indirectement évaluer, porter un regard et être en capacité d'accompagner, comme le titre du webinaire le propose, parce qu'on est vraiment sur un enjeu majeur et je pèse mes mots, mais ça me semble important en tout cas d'accentuer là-dessus, sur ce qu'on va appeler tout au long de ce webinaire le sentiment d'appartenance que peuvent avoir, que ont mes équipes, que j'ai cultivé depuis ces derniers mois, depuis ces dernières années au sein de mon entreprise, et qui, ce sentiment d'appartenance, est un indicateur fort lorsqu'on va venir parler du risque psychosocial, parce qu'on va se rendre compte finalement que ce risque psychosocial, il va venir bouleverser, il va venir questionner, il va venir interpeller les questions d'organisation du travail, par exemple. Et ces questions d'organisation du travail, finalement, même si le Covid n'était pas pressenti en 2019, on parle quand même d'organisation du travail avec certaines situations à gérer, certaines tensions palpables d'un point de vue donc, de mes équipes, d'un point de vue d'un contact avec le monde extérieur, d'un point de vue donc, de la clientèle, d'un point de vue donc, de toutes mes parties prenantes qui évoluent dans mon système économique. Et finalement, la légitimité du cadre porté par la hiérarchie peut être contestée. Donc, c'est un point d'orgue sur lequel ce sentiment d'appartenance et cette organisation du travail semble important, en tout cas, de tenir en compte et de prendre en compte. Afin d'aborder donc ce webinaire dans le vif du sujet et de démarrer donc par la première partie, on propose donc de définir ensemble un socle commun de qu'est-ce qu'on met derrière les risques psychosociaux. Ces risques psychosociaux, avant donc de démarrer, on vous propose avec Vincent de venir se questionner, de venir se positionner autour de 3 questions qui vont vous être proposées. Et à la fin de chaque question, une fois que le positionnement est fait, l'intérêt c'est de pouvoir l'alimenter, l'analyser avec vous en 15 secondes pour en arriver ensuite à une définition collective. On lance le premier sondage du coup sur. On vous avait dit qu'on allait vous mettre à contribution. Donc, pour savoir, voilà, les risques psychosociaux ne rentrent pas dans le cadre des risques professionnels. Donc, on vous demande de vous positionner. Est-ce que oui ou non? Donc, les risques psychosociaux rentrent ou ne rentrent pas dans les risques professionnels. Alors, on vous laisse 1 minute pour répondre. Et du coup, Romain commentera ce premier sondage et nous enchaînerons avec le second et le troisième.
Je vois que quasiment tout le monde a répondu. Il reste 10 secondes pour les derniers, avant qu'on puisse partager les résultats. Allez, on va mettre fin au sondage du coup. Voilà. Normalement, vous devez voir à l'écran. Oui, c'est bon. Donc, Romain. Oui. Eh bien, écoutez, donc sur la question, les risques risques psychosociaux ne rentrent pas dans le cadre des risques professionnels. Si, ils rentrent pleinement. Donc, sur les retours, donc 24% qui répondent oui, 76% qui répondent non. Les risques professionnels font partie intégrante, les risques psychosociaux, pardon, font partie intégrante des risques professionnels, comme le définit l'INRS. Alors, on ne rentre pas dans le détail on va dire des acteurs qui gravitent et qui sont référents dans le cadre de la prévention des risques pro, mais les risques psychosociaux donc, font partie intégrante aujourd'hui de l'ensemble sans vous tous les citer, des 65 à 67 risques professionnels que peuvent rencontrer les salariés, les collaborateurs sur poste de travail. Donc, ils en font partie. Voilà. Bon, on va laisser le doute sur la question qui était. Sur la question, oui, la manière dont on va dire que 76% des gens ont bien répondu. C'est vrai qu'on aurait pu la mettre un peu plus direct. Mais bon, c'était pour savoir si vous étiez bien réveillé après. Donc, on va dire que 76% des réponses sont bonnes. Allez, on enchaîne du coup avec le sondage numéro 2. Voilà, donc on vous demande la définition du document unique. Hop. Si je ne le lance pas, on ne va pas le voir de votre côté. Donc, 3 questions. Donc, le document unique, c'est donc un document à usage unique qui permet de lister tous les risques professionnels et de le transmettre au médecin du travail. Première réponse. La seconde, donc un document non obligatoire, mais qui permet de retranscrire tout ce qu'on en a fait en termes de prévention. Et la dernière, donc un document obligatoire qui permet de transcrire les résultats de l'évaluation des risques. Voilà, j'ai vu que vous avez commencé à voter. Donc, on vous laisse encore 30 secondes. Donc, il y a moins d'hésitation là. On le verra au niveau des résultats. Allez, pour les derniers, on vous laisse encore 10 secondes pour répondre. Moi, je vois que ça n'évolue plus. Hop, du coup, on va partager les sondages. Et là, quasiment à l'unanimité. Voilà, on a les. Romain, est-ce que les réponses sont bonnes? Bon, les réponses, c'était intéressant. Alors, ça peut paraître des questions qui sont, on va dire, très terre à terre, très basiques, mais il est incontournable aujourd'hui par rapport à cette obligation de document unique depuis 2001 de l'avoir, hein, en tout cas de le faire exister, de le faire vivre et de se dire comment je vais pouvoir finalement réactualiser post-Covid la place que j'avais pu ou pas consacrer à cette thématique des risques psychosociaux, de telle manière à ce que je l'intègre comme un risque à part entière et que je puisse en parallèle le codifier et en proposer éventuellement donc des pistes de réflexion, des pistes d'action, des pistes d'intervention, permettant donc de contrôler, de sensibiliser et de maîtriser cette thématique au sein de mon entreprise. Donc, on passe au dernier sondage. Donc, lorsqu'on parle de RPS, qu'est-ce qu'ils englobent en fait? Ils interrogent donc tous les systèmes de l'entreprise pour la réponse 1, uniquement le management, les managers, uniquement donc la GPEC, gestion prévisionnelle des emplois et des carrières. Donc là, on est plutôt sur des gens qui travaillent au RH. Et dernière réponse, donc l'ensemble des individus et leur complexité psychique. Donc voilà, dernière question avant de basculer sur l'approche 360.
Donc, il reste encore 30 secondes pour voter. C'était des questions, on ne l'avait pas précisé, pardon, des questions. Ah oui. Bon, vous avez dû vous en apercevoir, à choix unique. Allez, il reste encore quelques petites secondes pour les derniers votants, et je crois que ça évolue plus trop aussi. Encore. Allez, 5 secondes, et puis on va partager les résultats. Voilà. Sur la question des risques psychosociaux interroge, je pense que on va dire la bonne réponse qu'on avait souhaité nous par rapport à la démarche, mais qu'on aurait pu expliquer plus, c'était tous les systèmes de l'entreprise en y intégrant bien évidemment donc la partie humaine, ressources humaines, donc les individus, leur complexité physique. Et je pense que ça permet d'être une très bonne transition sur la partie qui suit, parce qu'on est aussi finalement, quand on parle de risques psychosociaux, on vient interroger l'individu, sa complexité physique, et en faisant partie cet individu donc de tout l'écosystème de l'entreprise aujourd'hui dans lequel il évolue. Voilà. Donc, pas de bonne réponse, pas de mauvaise. Je trouve intéressant d'avoir les deux qui sont listés, et ce qui nous permet une transition donc sur les risques psychosociaux, cette approche 360 qu'on propose en matière donc de définition d'un socle commun. Allez, mais Romain, du coup, je vous laisse dérouler là, sur l'approche 360. Oui. Hop. Excusez-moi, je reprends juste ça. Voilà. Alors, ces risques psychosociaux, la manière dont on a voulu ici vous le présenter, c'était… Alors, attendez, parce que je me débat avec cette fenêtre qui ne veut pas s'en aller. Si je fais ça, ça ne marche pas. Alors, je m'en excuse. Je ne sais pas si vous avez encore la fenêtre du sondage 4. Vincent, j'ai encore la fenêtre du sondage 4 qui apparaît. Elle n'apparaît pas à l'écran, mais je vais la fermer. Voilà. C'est bon. Un petit temps de latence, excusez-nous. Bon, mais je continue. Ces risques psychosociaux, alors l'architecture de la diapo nous semblait importante. Il faut bien comprendre qu'elle va venir donc questionner, quand on parle de risques psychosociaux, on vient aussi bien donc questionner mes situations de travail, me mettant donc dans un climat, donc dans un facteur stressant. Donc on y intègre bien l'approche stress. On va aussi bien y intégrer, et c'est là où c'est important de pointer du doigt, tout ce qu'on va y mettre derrière des violences internes et les violences externes auxquelles je suis confronté au quotidien, sur mon poste de travail, et en fonction d'accueil public ou de non-accueil public. On est bien dans une approche où on a 3 portes d'entrée lorsqu'on parle de risques psychosociaux. La vigilance sur laquelle on voulait être avec vous sur cette diapo, c'est qu'on ne fait pas un raccourci quand on parle de risques psychosociaux égale stress. Voilà. Mes diapos qui suivent vont reprendre les 3 mots-clés que vous avez en haut à droite, stress, violence interne et violence externe, et on va peut-être permettre, à l'intérieur de ces 3 portes d'entrée en parlant des risques psychosociaux, venir poser éventuellement 2-3 mots-clés, bien comprendre ce qu'on y met derrière, pour s'assurer que lorsqu'on parlera et lorsqu'on parle des risques psychosociaux, on intègre bien cette globalité donc, et cette approche 360 de ces 3 éléments clés qui sont réellement à prendre en compte. Alors, on est sur des définitions, on reste clair dessus, c'est l'Agence européenne pour la santé et la sécurité au travail qui nous cadre. Quand on repart sur le site de l'INRS, on retrouve cette approche, donc, on va dire, en définition. On s'assure d'être en tout cas sur des données qui sont cohérentes et puis sont validées en tout cas par les instances étatiques. Alors, le stress, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Quelles sont vos représentations, vos croyances derrière cette thématique, en tout cas ce point clé? Il faut quand même savoir que ce stress, l'explication rapide, c'est un déséquilibre que je vais avoir, et là c'est personnel, entre mes compétences, mes ressources propres qui me sont innées, qui sont à moi, que j'ai cultivées, que j'ai développées par compétences, par retour d'expérience, par échange, et la situation à laquelle je serai confronté, où je me rends compte que je ne suis pas en capacité d'y répondre pleinement. Ou alors que cette situation, je sens qu'elle me met en difficulté,
Je sens que je suis hésitant, je sens que je suis un peu nerveux, je sens que j'ai peut-être du mal à bien cibler ce qu'il me dit. Pourtant, je maîtrise le produit, j'ai le savoir-faire, je suis passé en formation, j'ai l'habitude pourtant de le faire, mais je sens un certain déséquilibre. C'est vraiment cet déséquilibre que vous allez avoir entre les contraintes que l'individu rencontre ou qu'une équipe peut rencontrer. Le stress peut être aussi collectif et collégial par rapport aux ressources ou aux éléments que je lui mets à disposition pour qu'il puisse y répondre. Ça, c'est le stress. En deuxième point, ce qui nous semble important de prendre en compte lorsqu'on parle des risques psychosociaux, c'est tout ce qu'on met derrière les violences internes. Alors, les violences internes, pareil, vous avez quelques éléments un petit peu de contexte avec l'Agence européenne de la santé et de la sécurité au travail, où on est bien lorsqu'on parle de violences internes sur des formes d'agression, qu'elles soient verbales, des insultes, des brimades, des conflits d'intérêts entre collaborateurs, des relations sociales qui sont plutôt, je dirais, détériorées, mais on sent que l'alchimie ne prend pas forcément, donc je suis obligé de créer des binômes, je suis obligé de créer des équipes où ils ne se côtoient pas, ou en tout cas il y a des temps de rotation et d'alternance qui font qu'on va tant que possible les faire rencontrer, en tout cas, ou les mettre le moins en moins en face à face, ou se les faire donc confronter le moins possible. Vous avez ensuite, en encadré du bas, quelques autres domaines d'explication possibles sur tout ce qui est donc, on va dire, des personnes qui sont détentrices ou pas d'un pouvoir hiérarchique, parce que les risques psychosociaux donc, peuvent aussi bien se structurer lorsqu'on parle de violence interne entre collaborateurs à niveau hiérarchique identique, entre collaborateurs où on sent qu'il y a forcément, ne serait-ce que par la mission et la fiche de poste, un niveau hiérarchique identifié. Et il faut absolument avoir, lorsqu'on parle de violence interne, cette approche très globale, très transversale, et prendre en compte, on va dire, l'individu et l'humain par rapport à ces éléments donc, de posture. Il est important d'être vigilant là-dessus. Et je reprends notre mot-clé, où on peut avoir aussi des comportements à connotation sexuelle. Souvent des personnes ils sont mises au placard, elles sont totalement détachées, elles réalisent des tâches qui ne correspondent pas du tout à leur domaine de compétences. On est aujourd'hui, par rapport donc à cette définition, dans ce qu'on peut appeler, ce qu'on peut intituler des violences internes qui sont donc, on va dire, organisées malheureusement et qui sont présentes au sein d'un collectif et donc au sein de l'entreprise. Et le troisième point, qui fait donc partie, qui nous permet donc de finaliser la boucle lorsqu'on vient de parler des risques psychosociaux, c'est ce qu'on intitule les violences externes. Les violences externes, vous avez de la même manière donc une définition. On est sur des personnes donc, qui sont bien extérieures à l'entreprise. On est donc sur des insultes, on est sur des menaces, des agressions, des diffamations, des pressions psychologiques qui peuvent être exercées sur poste de travail, sur lieu du travail, qui peuvent être exercées lorsqu'on se rend chez soi, lorsqu'on fait ce fameux domicile, ce fameux trajet travail-domicile, lorsqu'on va récupérer son moyen de transport, et y compris ce type de situation lorsque on vient mettre finalement en péril la santé et la sécurité donc de mes équipes, même si je dote ces derniers donc de tous les EPI, de tous les équipements de protection individuelle et collectifs nécessaires pour qu'ils soient en sécurité et en santé sur leur poste de travail. Vous avez d'autres exemples, les actes de destruction, dégradation, les violences dites de prédation, les agressions physiques. Tout ça pour dire, sans aller peut-être plus loin dans un premier temps sur cette définition et sur cette possibilité en tout cas de globaliser ces risques psychosociaux, il faut bien comprendre que les RPS, ce n'est pas que du stress. Le stress se déclenche, oui, on l'a bien vu par ce déséquilibre, mais il peut être en tout cas source d'accélérateur, source en tout cas de coefficient multiplicateur par tous ces éléments externes, donc cet écosystème dans lequel mon salarié et mes équipes vont évoluer. Et par rapport à ce Covid, la vigilance, elle est encore plus accrue. Par rapport à ces questions de santé-sécurité, vous en êtes vigilant, vous êtes informé, vous êtes sensibilisé. Mais qu'est-ce qu'aujourd'hui donc je dis, qu'est-ce qu'aujourd'hui j'alimente? Comment j'informe mes équipes et comment je rentre encore plus dans une dynamique donc de mise en sécurité par rapport à un travail en équipe, par rapport aux parties prenantes avec lesquelles on travaille, pour qu'il y ait donc cette gestion
de situations stressantes qui soient éventuellement les mieux contrôlées possibles pour mes salariés. Voilà. En finissant sur en tout cas sur cette partie de diapo, on arrive sur une définition donc, de la santé, comme quoi les risques psychosociaux donc, viennent aussi bien être on va dire, en corrélation entre l'approche mentale, l'approche physique, et on y retrouve, pour synthétiser sur cette diapo, vraiment ce qu'on va intituler charge mentale, charge émotionnelle et charge physique. Voilà. C'est ce qui nous semble important. C'est ce qu'il en ressort donc du rapport d'expertise du professeur donc Golac en 2011, qui vient structurer cette approche des risques psychosociaux en tenant compte dans sa globalité de l'activité professionnelle, de l'organisation du travail, des relations sociales, des conditions d'emploi, des relations que vont avoir les individus entre eux, de la reconnaissance au travail et de ce fameux sentiment d'appartenance que peut avoir, et on l'espère en tout cas, que cultive l'employeur pour ses équipes sur poste de travail. Du coup, je reprends la main puisque avant de passer sur cette partie, on avait une série de 3 questions encore. Donc, je précise, c'est bien des questions à choix unique. Alors, voilà, sur ce qu'on vient de voir, du coup, le stress donc, se définit comme, donc on vous demande de trouver la bonne réponse, donc une difficulté ou une fragilité personnelle face aux situations de travail, une forme de peur ou de crainte, un déséquilibre perçu entre les ressources et les contraintes au travail, et enfin un état de tristesse intense et durable. Voilà, donc on vous laisse une minute pour répondre. Donc, encore 30 secondes. Ouais, j'ai oublié de le lancer au tout début, désolé, je ne voulais pas partager directement. Du coup, on va vous laisser 10 secondes de plus pour répondre. On attend les derniers votes. Et on va être bon. Voilà, je vois que ça n'évolue plus. Donc, on voit bien qu'il y a 2 réponses qui arrivent en tête. Voilà. Alors, la réponse, en tout cas exacte, sur laquelle on est sur les slides précédentes, c'est bien de comprendre, et ça a été en tout cas retranscrit à 83%, qu'il y a un déséquilibre perçu entre mes ressources propres qui sont internes, qui me sont propres, voilà, que j'ai pu cultiver et développer, et les contraintes que je peux rencontrer sur poste de travail. Ce qui ne veut pas dire, mais c'est plutôt la résultante finalement de ce stress professionnel qui est défini par l'accord national interministériel, qui ne veut pas dire qu'une fois que ce stress est défini, on ne voit pas les 2 autres réponses qui apparaissent, c'est-à-dire cette fragilité. On va parler finalement de fragilité individuelle, de fragilité personnelle face aux situations de travail, mais qui aussi intègre cet état à un instant T de tristesse, ou en tout cas d'inconfort, qui souvent sont intenses, sont chroniques. Et quand on dit donc durable chronique, c'est qu'une fois que ça apparaît, c'est vrai qu'il faut trouver les bonnes armes pour tenter en tout cas d'accompagner son équipe, accompagner l'individu à peut-être renforcer certains éléments en lui pour sortir de ce facteur stressant. Voilà. La réponse étant la 3. Donc, du coup, pour le suivant, voilà, ça a été un peu abordé. Hop. Voilà, savoir justement comment le stress est amené à arriver. Donc, il survient lorsque notre corps ne parvient plus à gérer nos émotions et qu'il s'emballe. Uniquement lorsqu'il y a un déséquilibre entre la perception
une personne a des contraintes que lui impose son environnement et la perception qu'elle a de ses propres ressources pour y faire face. Et enfin, sur la dernière réponse, lorsqu'il y a un déséquilibre entre la perception qu'une personne a de son environnement et la perception de ses capacités physiques uniquement. Allez, il vous reste encore un petit peu de temps pour répondre, les derniers. Alors, on vous laisse encore 5 secondes. Alors, voilà, on a eu le dernier vote. Du coup, on a toujours 80% de bonnes réponses. Voilà, du coup, en suivant finalement l'indicateur des 80%, on s'oriente vraiment dans un premier temps de réponse sur ce déséquilibre entre une perception ou la perception qu'une personne a de ses contraintes que lui impose son environnement professionnel et la perception qu'elle va avoir de ses propres ressources. C'est vrai que par rapport à la question 3, on peut se dire, mais attendez, mais la question 3, pour moi, elle est bonne. Elle est bonne. Par contre, il y a la capacité physique uniquement qui est mentionnée. Et c'est vrai que des capacités physiques, elles font partie intégrante des ressources, mais ce n'est pas que ça, en fait, qui nous fait dire que le stress peut apparaître et peut survenir. Et par rapport à la une, c'est vrai que lorsque notre corps ne parvient plus à gérer nos émotions et qu'il s'emballe, c'est une réponse, oui, qui peut être bonne, mais qui n'est pas assez globale, on va dire, et qui n'implique pas ce qu'on s'est dit, mais qui peut être une réaction. Voilà, quand on va parler d'émotion, quand on parlait de charge émotionnelle, et à côté de ça, donc, où j'ai un facteur des fois donc, de fréquence cardiaque qui ne se maîtrise plus dans un facteur temps donné. Allez, je vous propose de répondre à la dernière question qui fera du coup la transition avec la seconde partie de la présentation, puisqu'après, ce sera comment identifier ces facteurs RPS dans l'entreprise. Et du coup, là, juste, les facteurs deviennent des risques lorsqu'ils sont donc alternatifs, répétitifs, constitutifs ou poussifs. Allez, quelques secondes encore pour les derniers. Donc là également une majorité qui ressort. Voilà. C'est vrai que sur la réponse donc, à donner, ces facteurs donc, où les facteurs d'apparition deviennent des risques. Et si on va sur la thématique d'aujourd'hui, ce sont les risques psychosociaux lorsqu'ils vont être répétitifs. Pardon. Ce qui ne veut pas dire, voilà, j'entends bien la réponse aussi des 7 répondants sur la partie constitutive. Moi, on l'entend vraiment dans la démarche d'apparition et d'implication, en tout cas, de ce facteur arrivant. Mais on est bien sur une logique, dans un premier temps, de répétition régulière. Et là, je pense que par rapport au Covid, qui donc nous a laissé pendant quasiment 2 mois et demi un petit peu en stand-by, en off, en matière d'activité pro, à part ceux qui étaient donc sur des alternatives professionnelles, c'est vrai qu'il y a cette vigilance accrue. Déjà, les risques psychosociaux étaient bien présents avant. Et puis, j'allais dire, il en faut des fois des risques psychosociaux au sein de l'entreprise, du moment où ils sont maîtrisés et où on apporte des réponses, permettant de venir finalement donc les corps dans une de prévention positive. Donc, les risques répétitifs, en tout cas les facteurs, c'est bien quand on est sur du répétitif qu'on accentue et on met encore un coup de collier supplémentaire à l'apparition de ces facteurs de risques psychosociaux. Allez, on va arrêter du coup la partie sondage. On va basculer sur
la partie numéro 2, donc les signaux d'alerte à prendre en compte. Donc Romain, hop, je coupe mon micro. Eh bien, voilà, je vous propose, suite à ce temps un petit peu de cadrage et en espérant, bon, après, il y a un temps d'échange, hein, avec grand plaisir, justement, à l'issue de cette partie 2, qu'on vous propose pour peut-être soit revenir sur des éléments, ou soit, eh bien, en tout cas, se dire qu'on partage vraiment cette vision commune de ce qu'on y met derrière les risques psychosociaux. Cette diapo me semblait importante parce que c'est finalement une thématique qui peut avoir une connotation très négative, de se dire qu'on identifie déjà le risque et on sait que quand on va travailler sur les risques psychosociaux, ce sont des risques existants. Mais il nous semble important donc de se dire que lorsque je travaille sur les risques psychosociaux, l'intérêt premier n'est pas le coupable et d'identifier la victime. On n'est pas dans cette démarche finalement de venir se dire et de stigmatiser en pointant du doigt, c'est lui qui finalement a été en situation de violence interne ou violence externe vers ce salarié. Ça, c'est important à prendre en compte. On va à un moment donné, au fur et à mesure de la démarche policière ou du plan d'action que vous mettez en place, peut-être comprendre certains mécanismes entre relations sociales et relations humaines qui existent et qui finalement sont plutôt visibles dans le cadre de cette démarche, mais on n'est pas dans une stigmatisation ou dans le fait de pointer du doigt le coupable et la victime. Dans la même réflexion, en tout cas dans la même dynamique, travailler dans la thématique des risques psychosociaux ne relève pas finalement de se dire est-ce qu'on a des bonnes ou des mauvaises intentions en tant que collaborateur pour éventuellement s'impliquer, pour poser des questions, pour questionner sur bon ben voilà, aujourd'hui on en est là par rapport aux mesures sanitaires et ben est-ce que vous avez des informations sur la suite? On parle souvent d'une seconde vague sur le 4e trimestre, mais qu'est-ce que ça peut nous questionner? Comment on peut s'organiser? Voilà, il faut se dire que aujourd'hui, et puis des exemples qu'on vous propose en 3e partie, vraiment et encore plus, cette démarche donc d'être à l'écoute, de proposer des temps de réflexion, des temps on va dire, de rester accessible pour se questionner, pour aussi rassurer vraiment nos équipes et donc pour assurer cette santé finalement plutôt psychique et sociale de mon entreprise via mes équipes. Il ne faut absolument pas pointer du doigt avec un post-it vert, c'est bien, et puis un post-it un peu intermédiaire rouge-orange, c'est pas bon, ce sont des mauvaises intentions, on ne va pas aller dessus. On prend tout, et ensuite on capitalise sur une approche positive de cette démarche. Et enfin, le dernier élément, les risques psychosociaux ne renvoient pas à un rapport de causalité simple et linéaire. Je pense que vous aurez j'entends pas de psychosociaux, ne serait-ce que venir se dire que c'est la somme finalement d'un facteur stressant de violence interne et de violence externe à leur niveau d'implication. On n'est pas sur une démarche finalement de prévention des risques psychosociaux plutôt simple. On n'est pas donc sur une démarche de prévention des risques psychosociaux pour mon équipe et donc pour mon entreprise en matière de vitalité linéaire. On va avoir vraiment on va dire cette agilité, cette possibilité en tant qu'employeur, en tant que préventeur, en tant que responsable HSE, QSE, en tout cas que salarié formé ou pas, dans le cadre donc de ces missions en prévention des risques professionnels, on va avoir cette complexité, mais qui, avec les outils qu'on vous propose, avec l'information qu'on vous transmet et les échanges qu'on va avoir, sont rapidement et facilement transposables à votre quotidien professionnel selon 3 niveaux qu'on présente tout à l'heure. Voilà, donc complexité non négligeable, mais complexité accompagnée, totalement réalisable pour vous, vraiment. Chaque fois, je suis désolé, à chaque fois ça me revient sur le sommaire, mais comme ça vous percevez un peu la suite. Toujours dans la démarche de signaux d'alerte, vraiment important, et je pense que c'est qu'une question de redite parce que vous en avez certainement entendu déjà parler de cette approche-là. Mais ces 3 cercles qui pour nous constituent vraiment la vitalité de l'entreprise d'un point de vue donc de la santé, en reprenant l'intitulé du webinaire, il nous semble important donc de positionner l'individu, de positionner le collaborateur, de positionner l'humain de manière individuelle au centre et de se dire que cet humain finalement, en revenant sur les 4 catégories d'humains, donc en tout cas de profils qu'on a identifiés en préambule, il me semble déjà très important de le comprendre et de le comprendre de manière individuelle. En tout cas, d'être à l'écoute et de pouvoir l'observer.
Cet individu, finalement, et quand on revient sur les schémas un petit peu de complexes des organisations du travail, on se rend compte que l'individu est présent et puis cette somme d'individus va me créer mon collectif. Et puis là, d'un point de vue managérial, ce collectif, c'est ma vraie force parce que c'est à partir de ce collectif que je m'appuie pour, en tant que manager, donc fixer des objectifs, fixer un cap, avoir finalement un rétro-planning, avoir des échéances, avoir des objectifs éventuellement de résultats, de performance. On y met les termes qu'on veut. En tout cas, je m'appuie sur ce collectif qui est une somme d'individus pour challenger. Et dans une manière de prévention, dans un projet de prévention, je m'appuie aussi sur le collectif pour véhiculer en tant que manager des pratiques en prévention, me permettant donc d'informer et de tenir informé de ce que nous mettons en place dans le cadre de ce Covid-19. Et puis, ce collectif, qui peut être un collectif, deux collectifs, trois collectifs, finalement vient faire ce qu'on intitulerait pour nous la vitalité première de cet écosystème dans l'entreprise. Voilà, vraiment en parlant dans un premier temps de l'entreprise en interne, son organisation, ces différentes strates, ces différents acteurs finalement qui font que il nous semble important, quand je reprends l'intitulé du webinaire qui est finalement Covid-19 risques psychosociaux, comment accompagner la santé de mes équipes et de mon entreprise au quotidien. Le terme quotidien, pour nous, a tout son enjeu quand on parlait tout à l'heure que les facteurs de risque étaient des facteurs répétitifs. Et bien, finalement, quelles sont les solutions aujourd'hui en matière donc de perspective? Ce sont des solutions qu'il faut avoir au quotidien. Ce sont des attitudes, ce sont des habitudes, ce sont des postures finalement qui vont arriver. Ce sont des informations qu'il va falloir finalement essayer un petit peu soit d'acculturer, en tout cas d'aller chercher, et c'est notre objectif en vous les mettant en disposition, et puis derrière, savoir comment je peux me les approprier pour que d'une partie entreprise, qui est en tant qu'employeur ma vision donc stratégique, j'ai cette capacité et cette compétence, en tout cas de pouvoir la diffuser au collectif et qui le collectif, elle, se l'appropriera à son niveau, à sa manière, par rapport à sa perception donc aussi de cette crise et de cette situation sanitaire sur son poste de travail par rapport aux missions qu'ils ou elles doivent accomplir quotidiennement. C'est une complexité, mais complexité, comme je le disais, ne veut pas dire irréalisable, vraiment. Mais c'est juste cette vision à avoir et toute cette, voilà, on va dire, ce montage vraiment en roue 360 qui nous semble important à vous présenter, sur lesquels on peut échanger avec grand plaisir. Alors, en visuel, peut-être un peu lourd en termes d'informations à prendre. Par contre, c'est pour nous, en tant que préventeurs et intervenants, en tout cas sur ce webinaire, des situations d'observation incontournables aujourd'hui lorsqu'on se situe en tant que manager, en tant qu'employeur, en tant que coordinateur par rapport à de l'individu. Voilà. Et puis, vous avez différents types de situations possibles. Quand on parlait tout à l'heure de charge physique, quand on parlait donc de charge mentale, cognitive, quand on parlait de charge émotionnelle, et bien vous avez donc finalement en rouge plutôt des logiques d'adjectifs, nerveux, irritabilité, des situations, des sentiments d'angoisse qui peuvent apparaître, ou à l'inverse, pourtant des collaborateurs qui, aucun problème quand on aborde cette thématique, quand on est sur des réunions de régulation en début de semaine, et puis là je sens qu'il y a un côté un peu agressif, en tout cas pas satisfait peut-être de ce que je lui propose. Ou alors, on le disait aussi, des situations de personnes un peu introverties, un peu renfermées, qui n'ont pas l'habitude d'être comme ça, qui se communiquent ou qui échangent moins, de tristesse. Et en vert, ensuite, c'est plutôt des logiques, voilà, on va dire, d'action, de coopération, d'implication, plutôt de se replier sur soi-même. Et on les décrit comme ça parce que pour nous, en tant que préventeurs, et quand on parle vraiment de cette situation vécue, on est vraiment sur ces signaux. Il y en a d'autres qu'on peut éventuellement avoir. Hein. Ce sont pas on va dire, c'est pas la copie exacte d'un point de vue de solution miracle, mais c'est en tout cas s'ouvrir un petit peu l'esprit et s'ouvrir des habitudes que je vais avoir en regard 360, en périphérie, en observation, en prise de température sur du briefing, en prise de température sur des rencontres informelles. On va parler aussi donc d'efficacité dans leur travail. Voilà. Problème de concentration, certaines erreurs inhabituelles sur le poste de travail, des commandes qui ont dû être validées qui finalement ne le sont pas avec des retards de paiement ou des retards de livraison, certains oublis, mais qui par rapport à un profil de collaborateur n'étaient pas présents finalement en amont de cette situation sanitaire.
Voilà, on sent aussi développe des soucis de santé, des maux de tête, des douleurs musculaires, des articulations, des insomnies, des palpitations inhabituelles, ou alors des consommations de substances qu'on peut retrouver tout à fait sur site de travail. Hein. Ça peut partir donc tout simplement de caféine, de somnifères. Quand je dis sur poste de travail, ce sont des éléments qu'on peut éventuellement utiliser, soit avant d'arriver, soit pendant une pause, ou soit lors de la pause méridienne, ou alors quand on sent qu'on a un petit coup de mou. Et ce sont vraiment des indicateurs sur lesquels il faut, je ne dirais pas être dans l'introspection de mon équipe, être intrusif sur cette démarche-là, mais honnêtement, et puis pour l'appliquer, pour l'accompagner, on est des fois sur des éléments déclencheurs. Hein. J'aime bien l'idée plutôt de se dire que ce sont des signaux. Ça ne veut pas dire que qui dit signaux dit risque psychosocial, mais ça veut dire qu'il faut que dans ma tête, ça puisse être pour moi un signal un petit peu d'alerte et de se dire je vais peut-être avoir une vigilance un peu plus accrue, ou alors peut-être changer mon regard sur cette posture ou sur cette attitude qui est inhabituelle et qui aujourd'hui finalement est répétitive depuis quelques jours, depuis quelques semaines. Nous ne nous arrêtons pas à une situation qu'il a faite une fois ou qu'il a faite 2 fois en 4 mois. On est bien donc, quand on parle de risques psychosociaux, sur des facteurs répétitifs aujourd'hui. Et puis enfin, donc, en terminant sur tout ce qui peut être aussi donc, des comportements qui sont plutôt là donc, du physique, en tout cas de l'hygiène de vie, sur l'alimentation, sur l'hygiène de vie qu'on y met au sens large du terme, et sur lequel c'est aussi des indicateurs où on peut avoir en tout cas une vigilance dans le cadre donc, de nos missions. Alors, l'objectif n'étant pas de se substituer, hein, et je pense qu'il faut aussi le poser à un diététicien, à un psychologue, à un médecin, à tout type de professionnels où c'est leur métier, mais du moment où on est sur du prescriptif, là on est plutôt sur du préventif. Et donc on est en train finalement de dégayer un petit peu et déguiser nos signaux qui pourraient émettre une situation plutôt importante à prendre en compte que ce que je pouvais voir au préalable. Cette partie 2, sur la partie donc signaux d'alerte, je ne dirais pas qu'elle est finalisée, mais par rapport au timing, on va dire, et puis à l'organisation du webinaire, on peut très bien aborder d'autres types de signaux d'alerte avec grand plaisir sur des temps de questions, si pour vous, c'est des éléments sur lesquels vous avez besoin de compléments d'information. Et donc, je pense que là, Christophe, c'est un temps plutôt question-réponse. Voilà, tout à fait. Alors effectivement, il y avait pour cette première partie, donc vous avez posé le cadre des RPS. Donc l'idée, c'est de savoir s'il y avait des questions. Les questions qui ont été posées concernent plus des actions à mettre en place dans l'entreprise. Donc je propose qu'on les garde pour la suite, puisque ça va être l'objet de la dernière partie de ce webinaire, hein, où on va rentrer plus en détail dans un certain nombre d'actions. Donc, je réserve ces questions. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions sur cette présentation générique, je vous propose qu'on passe directement à la troisième partie. À la partie 3. Voilà. Eh bien, on file en partie 3. Alors, si peut-être là, j'ai une question de Sandrine Benaïm qui c'est pas une question, mais qui explique effectivement que certains des derniers signaux sont peu évidents sans être intrusifs: insomnie, somnifères, anxiolytiques. Voilà, c'est un complément. En complément, oui. C'est vrai qu'on a voulu être le plus exhaustif possible. On a quand même des signaux, comme vous le présentez, qui sont extrêmement délicats à identifier, à observer. Et ça rentre même, comme vous le dites, dans une partie même intime, en tout cas très, très personnelle. Voilà. Donc, Stéphane Coulon nous demande quand est-ce qu'on détecte ces signes. Est-ce que c'est lors de l'entretien professionnel ou pas? Posture que j'ai par rapport à ce webinaire et sur vraiment une démarche de partager cette culture, en tout cas vraiment de prévention sur les webinaires sécurité. Moi, ces signaux-là, il faut qu'ils soient, on va dire, répétitifs en matière d'observation. Je me permets juste de dire peut-être que est-ce que le fait d'attendre un entretien pro présent donc de manière annuelle, c'est pas trop tard?
Est-ce que, en fonction de la posture, hein, peut-être en tant que manager, en tant qu'encadrant de proximité, en tant que responsable de site, en tant que personne qui coordonne, ou en tout cas qui ont cette mission en prévention au sein de l'entreprise, euh, surtout post-Covid, on est sur des signaux d'alerte qui, d'un point de vue d'un balayage, je dirais, chaque semaine ou chaque temps de régulation, ou alors par retour d'expérience de terrain de mes équipes, il faut avoir une attention vigilante, je dirais quasiment tous les jours, est peut-être trop exhaustif, hein, et trop lourd, mais de manière par semaine et par mois, il faut avoir une vigilance dessus. Voilà, il faut que ça devienne ce qu'on va appeler un petit peu des habitudes professionnelles en prévention des risques professionnels liés aux risques psychosociaux. Très bien, merci pour ces compléments. Est-ce que je vous propose qu'on passe maintenant à la dernière partie sur les actions dans l'entreprise, s'il vous plaît. Je continue de faire défiler donc le support et donc les actions concrètes à mettre en place. L'intérêt des diapos qui suivent, c'est de se dire que aujourd'hui, de par la situation donc sanitaire et exceptionnelle, finalement, il y a déjà, d'un point de vue de votre organisation professionnelle, des actions, des initiatives, sans le savoir ou de manière volontaire en les ayant mis en place, qui sont proposées et qui rentrent dans le cadre donc d'actions, soit de manière décousue, parce que des fois on est aussi dans la réactivité d'urgence par rapport aux situations. On a fait une proposition de classer. Alors ça peut être peut-être très catégorisé, mais pour nous ça a du sens parce que on veut bien entendre et on veut bien mettre en avant que le fait de mettre en place des actions de prévention des RPS suite au Covid et de manière globale dans le cadre d'une prévention d'entreprise, on ne peut pas tout faire aujourd'hui, on ne peut pas tout révolutionner par rapport à l'organisation du travail et il faut le faire de manière progressive, mais que ça soit quelque chose en interne pour vous qui ait du sens et qui ne serait-ce que capitalise peut-être déjà certaines initiatives qui ont été menées. Ce qui fait qu'on dissocie donc 3 niveaux de prévention possibles sur lesquels vous êtes en capacité d'agir aujourd'hui. Et on va avoir un niveau 1, prévention primaire, qui veut dire que je suis en capacité par rapport à l'organisation de mon travail, par rapport aux pilotes et aux styles de management qui sont organisés, qui sont donc utilisés via mes équipes, par rapport à mon plan de prévention, à mon DU, en tout cas à ce que je fais, de pouvoir agir sur les facteurs de stress, sur des violences internes et sur aussi les violences externes que peuvent rencontrer mes collaborateurs et collaboratrices au quotidien. Ça, c'est un premier niveau. Le second niveau possible, de se dire que est-ce que je dois passer par un niveau 1 avant de passer au niveau 2 ? Pas du tout. C'est déjà se dire où est-ce que j'en suis aujourd'hui en matière d'action et de prévention des risques psychosociaux au sein de mon entreprise. Le niveau 2, c'est j'ai déjà des capacités d'agir sur la détection, donc une logique un peu de diagnostic par exemple, sur une fois que ce diagnostic et cette détection est faite, des objectivations, c'est-à-dire des actions correctives ou préventives par rapport à l'analyse qui en a été faite, qui voudrait finalement toute action mise en place, je suis en capacité de l'évaluer parce qu'elle est intégrée dans mon document unique, être en capacité donc de réduire, ou en tout cas de stabiliser certaines difficultés, certains indicateurs qui pour vous étaient au rouge lors de la phase de détection. Et puis la prévention tertiaire, en tout cas l'approche d'un niveau 3, qui peut être enclenchée donc d'un point de vue de la prévention des RPS post-Covid, c'est finalement est-ce que je suis en capacité d'agir sur la prise en charge de mes collaborateurs qui là donc ont eu des signaux d'alerte qui donc ont eu à côté de ça donc des temps d'échange qui sont venus en parler, qui sont en inconfort professionnel, qui donc vivent avec des violences internes et externes régulières et qui, la somme de tout cela, fait qu'il n'y a plus de possibilité, en tout cas il y a une grande défiance et inconfort sur leur poste de travail. Quels sont les process, quelle est la démarche que je peux mettre en place sur cette prise en charge possible de mes équipes qui sont en souffrance au travail. Et puis donc pour arriver sur cette troisième partie de manière concrète, en tout cas on l'espère, vous avez une série de diapositives qui vont suivre, qui sont des exemples, je dis bien des exemples d'actions et de projets. Il y en a beaucoup. On a fait un choix ici de les structurer et de vous les présenter avec l'intitulé. Aujourd'hui, voilà, est-ce que finalement cette démarche de référent
sanitaire interne, de référent Covid comme on peut l'appeler, eh ben, ça ne serait pas la solution aujourd'hui sur laquelle je pourrais me positionner, faire monter en compétences ou proposer donc un parcours d'information, une formation d'un binôme, d'une personne qui aurait cette appétence à finalement donc, eh ben, quand on voit le pourquoi, c'est entretenir une capacité de vigilance sur les mesures sanitaires qui nous sont demandées d'être respectées sur poste de travail, être en mesure de prescrire des moyens d'action pour pouvoir éventuellement donc répondre à l'observable et puis donc à l'identification qu'il en a fait de situations compliquées. On peut passer par de la formation. Alors ça peut paraître très binaire, hein, mais on va former pour former. Ça peut passer par des ateliers aujourd'hui donc de prévention. Ça peut passer, on en parle beaucoup, en tout cas beaucoup, c'est souvent ce qui se met en place sur des temps de santé-sécurité ou sur des safety days ou sur des temps forts, parce qu'il y a un besoin de partager une culture commune aujourd'hui donc en prévention des risques pro via les risques psychosociaux. Ça peut être sur des logiques d'acteurs, voilà, d'accueil, sur la place de mes collaborateurs et les resensibiliser aux gestes barrières, ou alors, en fonction de l'effectif de mon entreprise, et même moi, en tant qu'employeur ou en tout cas coordonnateur, est-ce que je suis en capacité peut-être d'animer des groupes de travail, d'animer des groupes de retour d'expérience, d'échange de pratiques sur, voilà, aujourd'hui, entre un travail prescrit et un travail réel, avec les mesures de santé-sécurité qui vous sont demandées d'être respectées, où est-ce qu'on en est? Faisabilité, inconfort, difficulté, adaptabilité? Aucun de ces éléments, parce que finalement, le travail est fait de la même manière que ce qu'il était auparavant. Et on vient inscrire, souvenez-vous finalement de cette répétitivité qui est un des indicateurs donc, de facteurs de risque, on inscrit durablement ces temps d'information. Ça peut se passer de manière totalement courte. Pas besoin de programmer une rencontre, une réunion dans un agenda. Ça peut être par voie dématérialisée, ça peut être par boîte aux lettres, ça peut être par causerie, ça peut être par brief du matin, mais on instaure dans le cadre de ce temps d'échange collectif, et à chaque fois ce qu'on va appeler nous des petits pitch prévention sécurité sur ces thématiques. On parle souvent dans le secteur du bâtiment ou de l'industrie, ou peut-être sur d'autres secteurs, mais je connais essentiellement aussi cela, sur les quarts d'heure santé-sécurité. Moi, je me dis qu'aujourd'hui, sur les risques psychosociaux post-Covid, on a tout à y gagner si on proposait finalement des quarts d'heure santé et prévention des risques psychosociaux par rapport à cette situation spécifique. Et je dirais même, vu qu'on est en prévention, à anticiper éventuellement, mais en touchant du bois pour pas que ça revienne, mais anticiper peut-être le 4e trimestre, est-ce qu'on va être en capacité de suivre et de vivre ou pas par rapport aux annonces et aux perspectives et hypothèses qu'il y a. Donc voilà, se doter de compétences internes ou faire appel, en fonction donc de votre champ d'expertise et de votre réseau, à des compétences externes pour venir peut-être alimenter et structurer des référents dans le cadre de cette action. Deuxième type d'action, alors pareil, hein, on a un volet plutôt de formation de référents, d'identification de personnes ressources, en structurant des temps d'échange de pratiques, de retour d'expérience, de quart d'heure santé-sécurité, de quart d'heure prévention. Pourquoi pas aujourd'hui, avec les outils qui vous sont mis à disposition, et je sais que Vincent en présente à l'issue de mon intervention avec différents partenaires de ces webinaires, pourquoi ne pas proposer une communication positive? Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'aujourd'hui, le premier finalement qu'on peut avoir en prévention d'herpès, c'est rassurer. Rassurer, comment on essaie de s'y prendre, c'est essayer de doter. Ça, c'est fait. Maintenant, il faut qu'on explique. Il faut qu'on démystifie aussi finalement ces nouvelles modes de collaboration, ces nouvelles procédures on va dire, de tâches professionnelles. Il faut qu'on accompagne réellement, et c'est l'intitulé du webinaire, nos collaborateurs à une reprise sereine, durable, en tenant compte de ce sur quoi on risque de vivre peut-être plusieurs mois avec ce Covid qui est présent, mais on nous a outillés, on a été informés, on a été même peut-être formés, on a de l'affichage, on a des temps qui sont forts sur ce sujet, on est prêt. Et maintenant, on sait en parler et on sait ce qu'on y met derrière. Bon, et bien comment vous avez des exemples? Moi, j'aime bien la démarche de posture rassurante, de communication où mes messages vont être clairs, parce que je pose un cadre, mais je suis en capacité aussi de rassurer avec des outils, avec du visuel. Je rappelle aussi régulièrement donc ce nouveau code de civisme qui est instauré et qui est mis en place entre les collaborateurs et l'ensemble finalement donc de l'écosystème de l'entreprise. Certains vont peut-être émettre un postulat, ou en tout cas une réserve, mais aujourd'hui, quand on dit le rappel des fondamentaux économiques ne doivent pas être mis en avant,
C'est-à-dire que vigilance sur la communication juste, et là c'est pour vous stratégique, la manière dont je fais passer ce message, la manière dont j'en parle, l'économie bien évidemment, et je pense que voilà, toute structure aujourd'hui présente sur ce webinaire a une attention, où on nous demande d'avoir une attention bien particulière sur ce rebond économique qu'il faut qu'on puisse avoir et qu'on cultive post-Covid. Mais juste la crainte et la vigilance, c'est ne pas en fait créer ce rebond économique avec les risques psychosociaux, c'est-à-dire en faire finalement un groupement hybride entre les deux. Voilà, la vigilance, vraiment là-dessus, il faut vraiment en tenir compte. Les éléments de langage doivent être éventuellement les plus simples possibles. Donc, vous avez pour moi ce support, j'espère qu'il est explicite, j'espère qu'il va à l'essentiel. Et puis ensuite, tout un ensemble de liens hypertextes avec ce qu'ils appellent à l'INRS des ED, c'est-à-dire vraiment des brochures, des supports qui n'attendent qu'une chose, c'est d'être utilisés pour vous, parce que le téléchargement est gratuit, parce que la mise à disposition se fait sur un clic et que ça va vous permettre d'alimenter en fait votre culture en prévention des risques psychosociaux. Troisième exemple qu'on voulait vous proposer aussi, en tout cas en termes de fiche action, c'est cette démarche d'audit sanitaire des conditions techniques et de reprise de l'activité. Aujourd'hui, finalement, où est-ce que j'en suis? C'est-à-dire que est-ce que je me dois de mettre en place cet audit pour pouvoir redémarrer en pleine santé, en tout cas en pleine santé entreprise, en pleine santé sanitaire, économique et sociale par rapport au bilan que je peux en faire? Il faut prendre en compte vraiment cette approche globale à 360 et se dire, est-ce que ces conditions sanitaires et sécuritaires de reprise d'activité sont incontournables, et est-ce que je passe par un audit sanitaire externe qui vient donc me labelliser, qui vient me logoter, comme quoi il y a un respect intégral donc des gestes barrières, des outils en tout cas de protection individuelle et collective qui sont mis en place, avec voilà, les gants, les blouses, le gel hydroalcoolique, la désinfection journalière des locaux, des cartographies de flux de circulation, c'est ce qu'on voit de plus en plus dans les espaces publics, donc dans les espaces qui accueillent le public, des conditions d'accès des locaux aussi communs, des sens de circulation, des conditions d'utilisation des moyens communs. Voilà, aujourd'hui, est-ce que l'utilisation d'un photocopieur, l'utilisation d'un ascenseur, des ordinateurs, de tout ce qui sera donc équipement collectif, on y met finalement aussi un protocole sanitaire à suivre. Donc, c'était une réflexion et c'est un plan d'action qui nous semble intéressant, en tout cas, à prendre en compte. Et puis, finalement, celui-ci aussi sur cette reconstitution des collectifs de travail, voilà, qui sont cette démarche où reconstituer un collectif de travail, finalement, si on revient sur le schéma que j'avais fait de l'individu, le collectif, l'entreprise, c'est un travail à part entière à faire pour pouvoir finalement essayer donc de redynamiser, de recréer une machine finalement donc entrepreneuriale, une machine donc constituée d'humains sur la relance post-Covid, avec des temps d'échange pratiques, avec des boîtes aux lettres flash info terrain, moi je trouve intéressant, des rappels fondamentaux qu'on peut réavoir aussi donc sur des pitch managers par rapport aux objectifs qui sont fixés, mais on prend quand même en compte l'humain, on prend quand même en compte l'individu. Soyez en proximité, adoptez une posture donc de préventeur, assurez-vous que les mots sont justes, que vous savez de quoi vous parlez et que vous êtes en capacité de rassurer. Voilà. Et ces collectifs, si on revient sur mes premiers éléments donc de préambule, c'est toute cette démarche un petit peu de sentiment d'appartenance et d'inclusion dans mon espace de travail. Comment je me trouve, comment je m'y trouve, comment je m'y retrouve après ces temps qui ont été finalement pour un grand nombre qui ont mis en difficulté en fait d'identité professionnelle et qui nous demandent finalement aujourd'hui de reprendre un rythme habituel avec des modalités et des organisations différentes. Voilà. Désolé, oui, en réactivant mon micro, j'ai passé la slide suivante. Avant du coup de vous présenter les outils locaux, notamment des partenaires directs et PRST, on avait un dernier sondage. Du coup, vous avez été bien attentifs. Je reviens dans 2 secondes. Voilà que je suis en train de mettre. Du coup, ça laissera le temps à Romain de nous rejoindre. Alors, du coup, au niveau de la prévention des RPS, on a bien vu les 3 niveaux qui ont été identifiés, donc la prévention primaire, secondaire et tertiaire. On vous demande donc du coup de répondre pour savoir comment vous avez interprété cela au niveau de l'intervention. Est-ce qu'il s'agit d'intervention avant, après ou en urgence? Donc, est-ce que c'est des interventions qui se situent au niveau de l'entreprise, des services
ou des individus. Est-ce qu'il y a 3 finalités qui sont différentes? Donc, réduction, élimination des risques, régulation des risques et des pratiques, et traitement des situations de souffrance. Voilà, on vous laisse encore 20 secondes pour répondre. Donc, du coup, en suivant, on va enchaîner donc sur une première partie sur les outils des partenaires. Et puis ensuite, il y aura le temps d'échange. Et puis, du coup, ensuite, on vous présentera donc l'ensemble des outils qui sont à votre disposition, qu'on a pu identifier. Donc, c'est une liste non exhaustive, bien sûr, mais on a regroupé les principaux outils. Et puis, voilà, en suivant, on vous présentera le programme des futurs webinaires. Et puis, on aura un petit questionnaire de satisfaction à vous faire remplir avant de vous quitter. Je vois que les réponses… Voilà, on n'a plus de réponses. Donc, je vais partager ce résultat du dernier sondage. Donc, est-ce que ils ont bien retenu donc, vos explications, Romain? C'est bon? Bien sûr. Bon, voilà, j'allais dire, il y a toujours cette réponse qu'on dit, la bonne réponse, c'est la 3, par rapport à ce qui se dit sur ce qui reprend en fait les 3 niveaux de prévention dont on parlait. Réduction, élimination des risques sur le stress, les violences internes, les violences externes, régulation des risques et des pratiques par rapport à la prévention secondaire, ou alors réellement cette capacité de prendre en charge mon collaborateur sur du traitement des situations de souffrance spécifiques. Et là, on est déjà dans un niveau, ce qu'on va appeler un petit peu de situation chronique pour le collaborateur, et c'est le niveau 3. Mais pour autant, alors après, il faut aussi, voilà, j'allais dire, les réponses à des interventions au niveau des entreprises, des services et des individus, heureusement et bien évidemment, comme vous dites, que la démarche prend en compte ces 3 niveaux-là. Et ensuite, la vigilance peut-être, c'est à des interventions en avant, après et en urgence, qui rentrent un peu dans le cadre de ces 3 niveaux de prévention, mais qui, de manière plus explicative et qualitative, sont présentées en fait à la réponse 3. Voilà. Très bien, merci. Du coup, on a un complément qui nous a été transféré par notre partenaire La Directe, les acteurs du PRST. Donc, on en parlait tout à l'heure, en fait, des illustrations des fameux ED. Voilà, il y a notamment l'INRS qui a publié celui-ci qui est assez parlant. Donc, on a beaucoup parlé de communication positive. Donc, c'est quelque chose qui permet d'illustrer cela. Donc, vous pourrez le retrouver. Voilà, il y a le lien ici. On a également recensé dans la partie bibliographie qui arrive en suivant. Ensuite, ça a été abordé également. Voilà, quelque chose sur le dialogue social. Donc, vous avez les références pour retrouver, expliquer l'importance du dialogue, notamment pour tout ce qui est prévention et gestion des risques psychosociaux. Et puis enfin, c'est le panel d'action qui est mis en place donc, par le plan régional santé au travail donc, en 2019 et en 2020. Donc l'ensemble des actions que vous pourrez retrouver et bénéficier au sein des différents acteurs du PRST. Voilà. Il ne faut pas oublier qu'il y a le site internet et vous pouvez également vous inscrire à la newsletter qui vous tiendra informé de l'actualité et des éléments de communication qui sont régulièrement produits par le collectif. Du coup, je vais passer la parole à Christophe qui a dû synthétiser donc, l'ensemble des questions que vous avez posées. Et puis, voilà, je pense qu'on va garder le timing de 16 heures pour la conclusion de ce webinaire. Je pense qu'on aura eu le temps de traiter l'ensemble de vos questions. Merci Vincent. Donc effectivement, alors une première question qui concerne la première partie des actions à mettre en place que vous exposez sur le référent. Et donc Joël Fabé nous demande comment ou auprès de qui former ce référent sanitaire interne. Réponse qu'on peut apporter, je pense que ces référents aujourd'hui sur les… Alors, il faut, je sais pas, on ne peut pas citer de structure, mais en tapant cette thématique sur le site, vous avez des grands groupes aujourd'hui qui sont présents en région, d'organismes de formation et qui proposent des modules de formation et un parcours de formation. Et je pense qu'il est aussi intéressant de se rapprocher
Et ça, on peut le mettre en complément, de se rapprocher quand même de la CARSAT et de la Directe qui ont les informations à ce niveau-là sur les structures éligibles et compétentes pour vous former des référents avec le cahier des charges qui va avec. Aujourd'hui, un référent donc Covid ou un référent prévention. Alors, j'allais dire, est-ce qu'on peut avoir plus d'infos? Est-ce que c'est le référent Covid par rapport à la question, ou est-ce que c'est le référent prévention? On parlait plus prévention, je pense. Prévention. Le référent prévention, j'allais dire, sans passer par la CARSAT et la Directe, vous avez la possibilité d'avoir ce préventeur, ce référent prévention, cet animateur prévention, dans le cadre donc de formation, soit intra, soit inter. Voilà. Vous pouvez aussi bien me taper. Moi, on peut échanger ensemble. Moi, je peux vous mettre en lien. Il y a en tout cas de quoi faire aujourd'hui sur le secteur pour avoir les coordonnées, en tout cas, de structures qui vous proposeraient ce type de formation. Merci. Romain, une question d'Elisa Grousset. Comment faire la détection? Est-ce qu'il faut réaliser un questionnaire sur les signaux d'alerte destinés aux managers pour évaluer les RPS au sein de leurs équipes? Alors, question, je dirais, cruciale dans le sens où, si on suit les recommandations de l'INRS, mettre en place un plan d'action en risques psychosociaux se doit de passer par un diagnostic des RPS. Quand on se disait tout à l'heure RPS et Covid, comment accompagner la santé de mes équipes et de mon entreprise? La première démarche que je propose souvent en matière de questionnement, c'est il faut passer, quoi qu'il arrive, et à toutes les strates de votre entreprise, par des données qu'on va recueillir sur les risques psychosociaux. On ne peut pas, comme vous le dites aujourd'hui, donc dire on va identifier des indicateurs, ou vous allez identifier des indicateurs sans avoir fait un premier travail un petit peu on va dégrossir ces risques psychosociaux au sein de l'entreprise. Et donc, il faut absolument que j'aille faire un état des lieux aujourd'hui de où est-ce qu'on en est. Comment ça se passe? Pareil, là, c'est plutôt une démarche d'accompagnement, de réflexion. Et à ce moment-là, on va récupérer donc de la matière en données quanti et quali. À ce moment-là, il est intéressant de proposer un plan d'action à différents niveaux. À un niveau manager, aujourd'hui, tout manager devrait être informé et sensibilisé sur les risques psychosociaux. Aujourd'hui, tout opérateur de terrain, acteur, peu importe sa qualification, se doit d'avoir des notions en prévention primaire sur les risques psychosociaux. Et le dirigeant, la gouvernance, à son niveau aussi, avec des stratégies et des objectifs différents, se doit de prendre en considération ces risques psychosociaux dans son management. Voilà. Très bien, merci. Olivier Monet nous demande, j'ai partiellement répondu, pensez-vous utile de réaliser un questionnaire joint à la fiche de paye concernant la réussite ou pas des mesures de prévention mises en place pendant le confinement et après le confinement dans l'entreprise? Alors, je le verrai de deux sortes. Moi, je trouverais pertinent, et c'est ce que j'incite souvent en conseil aux entreprises avec lesquelles je travaille, il faut absolument garder le lien avec les équipes par rapport à cette situation qu'on a vécue, et il faut en permanence, et voire dès maintenant, continuer de les impliquer depuis le début du process Covid. Quand je dis début du process Covid, c'est qu'on a eu cette situation sanitaire qui nous a demandé donc d'être réactifs et d'installer finalement tout un ensemble de process, de protocoles, de procédures nouvelles par rapport à la mise à l'utilisation et la reprise d'activité. Il faut absolument et de manière régulière garder leur niveau de satisfaction et reprendre ce qu'on va appeler un petit peu toutes ces remontées de terrain en matière d'application et d'appréciation. Voilà. Donc, oui, pour moi aujourd'hui, ça peut passer par un questionnaire, ça peut passer par un mur d'expression, ça peut passer par une boîte aux lettres anonyme avec, je ne dirais pas des bulletins de vote, mais des logiques un petit peu de venez évaluer. Je vois souvent, ils le font sur les logiques datées. Tiens, ça fait 150 jours qu'on n'a eu aucun daté, donc on est sur une approche plutôt à coloration intéressante. Tiens, on en a eu 2. Donc, il faut garder ce contact terrain, comme vous dites. Et oui, incontournable de questionner et de récupérer le sentiment donc, de vos équipes par rapport à ce que vous avez mis en place et par rapport peut-être à ce qui serait mis en place par la suite. Voilà. Et est-ce qu'ils ont peut-être aussi des propositions à avoir? Très bien. Une question de Marie-Josée Perrault. Comment accompagner lors de leur retour dans l'entreprise des personnes ayant eu un bore-out pendant le confinement? Comment les accompagner? C'est un petit peu, j'allais dire, la partie 3 en prévention primaire, c'est qu'il y a eu donc une prise en charge. Cette prise en charge, il faut qu'elle fasse absolument avec, je dirais, de l'écosystème externe.
en parlant donc idéalement, pourquoi pas. Enfin, moi, je vois bien la médecine du travail. On y intègre aussi un entretien de reprise d'activité, un lien, je dirais pas privilégié, mais accru avec cette personne pour, via les sites qu'on vous met à disposition, avoir son ressenti en matière de risque psychosocial et par rapport aux missions qu'elle occupe, quelle est aujourd'hui sa capacité à faire face, à atteindre ou pas ses objectifs par rapport à l'avant-Covid. Et donc, ça passe par un temps d'entretien, ça passe par un temps d'accompagnement. Je ne dirais pas un temps de tutorat, ça serait décalé par rapport à ce qui existe, mais un soutien plus d'un point de vue physique, mais aussi psychique et du groupe, dans le cadre de cette reprise donc, du burn-out qu'a pu avoir cette personne donc, pendant le temps de confinement. Très bien, on a fait le tour des questions. Bon, a priori, si on a fait le tour des questions, c'est parfait. Merci pour vos réponses, Romain. Dans tous les cas, comme je le précisais, en fait, s'il y a des questions complémentaires, les conseillers CCI vont vous envoyer ce support plus l'ensemble des documents qui seront à votre disposition. Également, vous aurez le lien pour revisionner le webinaire. Donc, si vous avez des questions complémentaires, vous n'hésitez pas à revenir vers eux et après, ils feront le lien. Donc, soit ils vous répondront directement, ils pourront faire le lien avec les partenaires ou également revenir vers Romain si nécessaire. Comme je vous l'avais proposé, on va continuer donc bien sûr en remerciant l'ensemble des intervenants et des personnes qui ont participé donc à l'organisation de ce webinaire. Vous trouvez ici en fait l'ensemble des liens utiles et des documents annexes du coup qui vous seront transmis par votre conseiller CCI. Donc principalement des documents émanant de l'INRS et de l'ANACT et puis du ministère de la Santé, d'un partenaire direct et PRST Occitanie. Quant à nous, en fait, je vous propose qu'on puisse se retrouver donc, pour achever en fait, cette série de 4 webinaires qui étaient donc, spécifiques au Covid et à la reprise d'activité, donc jeudi 16 juillet, donc, où en fait, nous traiterons en fait, quel impact sanitaire en fait, sur les risques professionnels au-delà du risque sanitaire. Donc, voilà, le Covid, mais il ne faut pas oublier en fait, les autres risques. Donc, il sera animé par Rita Di Giovanni, donc chargée de mission à l'ARACT Occitanie. Et d'ores et déjà, en fait, on a prévu donc, une suite, puisque un petit peu comme on l'a fait l'année dernière, on avait fait ça en 2 temps, donc sur le premier semestre et le second semestre, où là, on reviendra sur des thématiques un peu plus de fond, en fait, en termes de prévention, donc, mais qui sont aussi liées un petit peu à ce contexte, puisqu'on reviendra sur l'animation, en fait, du document unique et de l'évaluation des risques, voilà, dans ce contexte un peu spécifique. Ensuite, on avait eu un bon succès l'année dernière sur ce webinaire, donc avec le CSE, et là on fera vraiment un zoom en fait, sur les attributions santé-sécurité de ce CSE. Ensuite, on refera un volet RPS qui nous paraît important. Donc, on ne traitera pas forcément les mêmes questions qu'aujourd'hui parce qu'on aura différents acteurs. Voilà, peut-être un peu plus institutionnel, avec un service de santé au travail, l'ARACT également, la Direct, qui seront là pour ce webinaire. Et enfin, le dernier, comment prévenir les addictions. Donc voilà, je vous remercie à tous. Je vais arrêter l'enregistrement et je vous demande de prendre quelques minutes pour répondre à notre questionnaire de satisfaction. Voilà, je vous remercie et on se retrouve donc le 16 juillet. Merci Vincent, merci. Au revoir à tous, merci à tous et merci Romain.